Il y a quelques années, j'ai participé à un concours organisé par la médiathèque de ma ville. Le but était d'écrire une histoire où le début était imposé. 22 histoires ont été écrites par des jeunes de 12 à 18 ans. J'ai donc décidé aujourd'hui de vous lire ma fiction, en vous prévenant quand même que j'ai déjà fait une autre version corrigée et recorrigée sur Wattpad. Là, c'est vraiment la première version que je vais vous lire. Alors soyez indulgents et j'espère que ça vous plaira. Un étrange voyage. Chapitre 1. Les rencontres. J'étais seul dans le compartiment et le train devait entrer en gare à 16h07. Les horaires des trains sont toujours très précis. Rarement leur arrivée... Bref, j'étais parti de Paris depuis plus de 3 heures et je me rendais à Clermont-Ferrand pour faire un article sur la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. On toqua à la porte du compartiment dans lequel je me trouvais. Curieux, je dis d'entrer. Les deux visiteurs, habillés d'une toge blanche, un homme et une femme d'à peu près 50 ans, s'assirent en face de moi et me dirent ensemble, dans une parfaite synchronisation: Gunther, tu as un grand avenir. Je répondis interloqué: Quoi? Comment connaissez-vous mon nom? Qui êtes-vous? Mais qu'est-ce que vous me chantez? Allez, sortez d'ici, oust! L'homme répondit: Nous sommes des sorciers, et notre très haut maître est Zaro. Ton destin est de nous suivre. Et d'un coup, je les fis sortir et leur claqua la porte au nez. Mais qu'est-ce qu'ils me veulent, ceux-là? Ils sont frappés ou quoi? J'ai besoin de me rafraîchir au wagon-restaurant. Après avoir attendu quelques minutes que ces étranges personnages soient éloignés, je traversai le train et enfin débouchai au wagon-restaurant. Au bar, je pris un chocolat chaud. Comme à mon habitude, je regardais autour de moi avant de le boire. Et là, je vis les deux individus qui m'avaient importuné. Je bus mon chocolat très vite et mis un billet de 5 € sur le comptoir. Le serveur le prit si vite que personne ne put voir la couleur du billet. Mais au moment où je m'apprêtais à sortir, une main me retint. Je me retournai et vis un visage qui me semblait familier et qui me dit: Hey Gunther, tu te souviens, ton pote Josué? Oh, c'est toi! Je ne t'avais pas reconnu. Viens, on va dans mon compartiment pour discuter. Ça faisait longtemps. Enfin arrivé, Josué me dit: Ça fait un bail que l'on ne s'est pas vu. Exactement 6 ans. Mais dis-moi, pourquoi tu es dans ce train? Je vais voir ma femme, et toi? Moi, c'est pour le boulot. Je suis journaliste pour Science et Vie Senior. Je vais faire un article sur la cathédrale de Clermont-Ferrand. Et on continua à se parler pendant bien 1 heure. Chapitre 2. La confrontation. Tout à coup, une explosion se fit entendre. Je me levai, précipitamment. J'ouvris la porte du compartiment et je vis le barman courir comme un dératé. J'essayai de l'arrêter en lui demandant ce qui se passait. Des fous furieux mettent le feu au train! Ça a commencé au wagon-restaurant! Ils sont en train d'attaquer le 3e wagon à coups de boule de feu! Vite, sauvez-vous! Puis, une porte claqua. C'était la porte du 4e wagon, le nôtre. Notre cœur battait de plus en plus fort, tandis que le barman prenait la fuite. Je ne sais pas pourquoi, mais je revis la scène où j'avais fait fuir ce curieux couple de mon compartiment un peu plus tôt. Au moment où ma vision s'arrêta, l'homme et la femme en blanc se tenaient devant moi. Mais Josué, lui, était parti. La femme commença à parler. La dernière fois, tu nous as repoussés. Mais cette fois, tu vas venir avec nous, que tu le veuilles ou non. Mais pourquoi? Nous te l'avons déjà dit. Un grand avenir t'attend si tu viens avec nous. Et si je refuse? Ce petit gars était-tu? Et d'un coup, je fus projeté contre la vitre, puis je reçus un coup sur la tête et je perdis connaissance. À mon réveil, j'étais ligoté à une chaise du wagon-restaurant. Je ne voyais toujours pas Josué. Soudain, une atroce douleur traversa mon cerveau, et je vis l'homme en blanc en train de réciter une sorte de formule magique. Sa main gauche se mit à luire d'une lumière jaune-orangée. On aurait dit qu'il se préparait pour une attaque par boule de feu. Je criais pour lui dire d'arrêter, quand je me rendis compte que j'étais bâillonné. La femme arriva et me dit: Dommage, t'es ligoté, mon petit. Un coup de feu éclata, et l'homme en blanc tomba au sol. La femme se retourna dans la direction d'où provenait le tir, et tenta une attaque par boule de feu. Mais elle tomba, elle aussi, face contre terre. Le tireur au fusil se révéla être Josué, qui me détacha. Étrangement, le train filait toujours. Personne n'avait songé à tirer le signal d'alarme, ce que je fis immédiatement, mais il ne fonctionnait pas. Josué décida alors d'aller à la tête du train afin de trouver le conducteur et de lui demander d'appeler les secours. Quand le train arriva à la gare de Clermont-Ferrand,
La police était déjà sur le quai. Les voyageurs sortirent en courant des wagons, et les policiers tentèrent de les contenir en vain. Je sortis à mon tour pendant que les policiers fouillaient le train. Dans la cohue, je ne revis pas mon ami. 2 policiers me prirent en charge et me conduisirent au commissariat. Sur place, je racontai mon histoire. Mais personne ne me crut réellement, car lors de la fouille du train, les policiers n'avaient pas retrouvé le corps du couple que je leur avais décrit. La police me laissa partir, après avoir pris mon numéro de téléphone et l'adresse de l'auberge dans laquelle je devais me rendre. Chapitre 3. L'enlèvement. Je me rendis à l'auberge des Vieux Volcans et pris une chambre. Arrivé dans la chambre, je m'assis sur mon lit et je réfléchis à ce qui venait de se passer. Toute cette histoire paraissait de plus en plus étrange. Des sorciers, des corps qui disparaissaient, des boules de feu. Je finis par m'endormir, épuisé. La nuit était calme, lorsqu'un cri très strident me réveilla. Il était 1h30 du matin. Je sortis du lit et me dirigeai vers la fenêtre pour l'ouvrir afin de voir d'où pouvait venir ce cri. Mais je n'aperçus rien du tout. Un autre cri retentit. Je me rendis compte que c'était une femme qui criait. Je semblais être le seul à l'entendre, car rien ne bougeait dans l'auberge. Je m'habillai alors en vitesse et sortis de l'auberge pour aller dans la direction d'où provenait le cri. Je me dirigeai alors à proximité de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption dont je devais parler dans mon article. Arrivé au coin d'une rue, je vis 2 personnes sur le parvis de la cathédrale, une femme assez maigre et un homme gros et grand d'à peu près 50 ans, enroulés tous les 2 dans une toge blanche. Je restais caché derrière le mur. En reculant, je vis quelque chose briller à mes pieds. Je me pencha et je vis une étrange pierre verte scintiller. Je la ramassa et je la mis alors dans ma poche, en pensant que j'aurais le temps de l'admirer plus tard. Je n'eus pas le temps de me redresser que déjà, il m'interpellait. Pas la peine de te cacher, on t'a vu, Gunther. Qui êtes-vous? Encore des suppôts de votre soi-disant Zaro? Tu as deviné, mon cher. Mais tu ne te demandes pas pourquoi nous t'avons vu, alors que tu t'étais caché derrière ce mur, en pleine nuit? Peuh, depuis que j'ai rencontré vos 2 collègues dans le train, ce genre de choses ne m'étonne plus. Regarde un peu. Et d'un coup, elle cria encore, mais cette fois dans ma direction, et je me retrouvai paralysé. Paralysé par, je pense, ce cri horrible qui me transperçait les tympans. Je la suppliai d'arrêter, mais elle fit mine de ne pas m'entendre. Ce ne fut qu'après 10 secondes, les 10 secondes les plus longues et angoissantes de ma vie, qu'elle s'arrêta enfin. Elle me dit alors « Alors, ça t'étonne, hein? » À ces mots, je fus libéré de cette étreinte invisible. J'avoue que je ne l'avais pas vu venir. Et l'homme dit alors à sa compagne « excuse-moi, mais nous devons l'emmener au QG. » Tu as raison. Et elle poussa un nouveau cri. Je m'effondrai, assommé.